So welcome everybody. Bienvenue à tous. Je suis Michael Hodgett et je vais être le modérateur pour le forum d'aujourd'hui. Je suis un homme blanc, 6 pieds, avec des cheveux gris. Je porte un veston noir et derrière moi, il y a un piano et un mur vert pâle. Je vous joins de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et j'aimerais reconnaître le fait que je suis sur un territoire Mi'kmaq, le territoire traditionnel des Mi'kmaq. Je suis conseiller en gestion. Je travaille avec les arts en tant que facilitateur et un petit rappel que nous enregistrons la session d'aujourd'hui. Et si vous ne voulez pas être enregistré, alors désactivez votre caméra. Alors maintenant, je vais passer la parole à Catherine Carlton, directrice exécutive d'Orchestre Canada. Catherine? Bonjour, bon après-midi à tous. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Je suis Catherine Carlton, je suis directrice exécutive de Orchestre Canada. Je suis une femme blanche avec des cheveux gris de la pandémie. Je porte des lunettes et derrière moi, vous voyez peut-être le coin d'un tableau de Shannon Taylor, qui est une artiste de Peterborough. Et je me joins à vous depuis Peterborough, Nojo-Ji-Wengnong, l'endroit au bout des rapides situé sur le territoire conventionnel et traditionnel des Mishissagig et Anishinabeg, une région couverte par le traité Williams. On est ici aujourd'hui parce que nous voulons pouvoir tirer parti et en apprendre autant que possible de l'explosion de l'activité numérique des orchestres pendant la pandémie. Oui, on a fait un sondage à l'automne passé concernant les activités numériques d'orchestre et ça a été très clair qu'on en avait beaucoup à apprendre. Mes questions originales, c'était toute une question d'argent en fait, mais j'ai compris rapidement qu'on devrait prendre plus de choses en considération. Donc, j'ai fait une demande de fonds de stratégie numérique du Conseil des arts du Canada pour examiner plus en profondeur l'impact des activités numériques des orchestres. Nous avons été ravis de la réponse rapide et très positive du Conseil des arts du Canada. Dès le départ, à cause de la complexité du travail et du nombre d'intervenants, nous avons envisagé cette initiative comme une collaboration avec les gestionnaires d'orchestre, les musiciens, avec la Fédération canadienne des musiciens et avec les associations partenaires. Donc, nous sommes tous reconnaissants au comité directeur et aux partenaires de l'initiative, y compris Bob Fraser, le président de l'OMOSC, Bernard Leblanc, de la FCM, Giovanni Savoie, du Conseil québécois de la musique, Tanya Dirksen, du Philadelphia Orchestra, et membre du Conseil d'Orchestre Canada et Team Crouch de Soundstreams Canada, ainsi qu'à l'équipe de projet au Arts Firm, Erica Beatty, Michael Hodgett, Michael Morial et Tim Crouch. Je vais aussi faire quelque chose que j'ai oublié de faire la semaine passée et je me sens mal depuis ce temps-là. Je veux reconnaître notre interprétation simultanée, notre équipe d'interprètes. C'est Christiane Martel et Marek Redburn. Et c'est un duo avec qui on a eu le privilège de travailler à notre conférence à Montréal en 2012. Et donc, lorsqu'on peut offrir de l'interprétation simultanée, ce sont les gens auxquels nous faisons appel. Donc, notre projet de recherche a plusieurs parties. Alors, la recherche part de tierces parties, l'étude de podcasts, de webdiffusion et des entrevues avec Bonnie Armstrong, et ça a mené à l'identification des 3 thèmes clés que nous voulons explorer dans ces forums. La semaine passée, on a commencé avec le public. Aujourd'hui, on va parler d'argent et la semaine prochaine, nous allons avoir une discussion concernant le travail privé et les artistes. La prochaine session, le 4 juin, de midi à 13h30, et je crois qu'il y a un lien vers la page web contenant l'enregistrement de la semaine dernière et l'inscription au forum de la semaine prochaine. Et on vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine également. Je vais aussi faire une introduction de nos panélistes aujourd'hui. Cheryl Kehoe, directrice exécutive de Tafel Music, Neil Middleton, vice-président du marketing et des ventes et également producteur exécutif du contenu numérique pour l'Orchestre symphonique de Vancouver,
Et il est aussi membre de notre conseil d'administration, Hugh Donnan, PDG de l'Orchestre symphonique de Terre-Neuve, et Bernard Leblanc, directeur des services symphoniques pour la Fédération canadienne des musiciens. Alors, sur ceci, j'invite Michael Morial à nous parler de notre projet de recherche. Merci, Lauren, et bienvenue à tous. C'est tellement bien de vous voir ici vendredi après-midi. Je suis Michael Morial, je suis The Arts Firm ici à Toronto. Et bien sûr, c'est le territoire traditionnel des Chicoins, des Mi'kmaq et de Wendat. Et j'ai vu de la neige tomber il y a quelques moments. Je suis un homme blanc, je porte des lunettes et une chemise bleue. Et mon ampoule vient de brûler. Donc, c'est assez sombre derrière moi. Je vais prendre quelques moments pour résumer certains des constats et des projets de recherche qu'on a fait au cours des 6 derniers mois. Et je veux vous rappeler que c'est le deuxième de 3 forums. On a parlé du public la semaine passée. Aujourd'hui, on parle d'argent et de finances et la semaine prochaine, on va parler de la fierté du travail. Ce sont les 3 éléments ici que nous avons identifiés comme étant les considérations principales pour la réussite lorsqu'il est question de contenu numérique. On a parlé avec environ 20 gestionnaires de partout au Canada, plutôt d'orchestres, et on va résumer ce qu'on a entendu. Pas de grande surprise, mais les enregistrements de bonne qualité ne sont pas rentables en ce moment, mais il y a des circonstances spéciales pendant la pandémie qui ont rendu des initiatives comme celle-ci possibles. Premièrement, bien sûr, c'est la lettre de la FCM. Alors, ça réduit grandement les coûts artistiques liés au numérique. Et ça, c'est en plus des subventions salariales qui ont été offertes par le gouvernement. Ces 2 facteurs ont créé des occasions pour les orchestres de faire un peu d'expérience. Alors, il y a des circonstances spéciales, bien sûr, c'est qu'on n'avait pas l'option de faire des spectacles devant le public dans la plupart de nos régions pendant la pandémie. Donc, ça a généré un engouement pour le numérique. Bien sûr, les circonstances sont temporaires, mais d'après ce qu'on a vécu, il va y avoir de nouvelles études de cas qui vont être faites suite à la pandémie pour voir comment on peut continuer certains éléments ou tous les éléments de ce qu'on a fait pendant la pandémie. On continue. En ce moment, alors, un enregistrement, c'est plus dispendieux qu'une performance en direct. On a demandé aux organisations combien est-ce que ça coûte pour faire une production numérique. On a entendu des coûts variables d'environ 7 000 à jusqu'à 50 000 mais la plupart, c'est entre le 12 et le 15 000. Et ces coûts comprennent les répétitions, la production, y compris des coûts additionnels en termes pour avoir des mesures sécuritaires. Et il y a des coûts fixes également dans certains cas où on achetait des équipements. On continue. Alors, l'établissement des prix et comment déterminer le prix des billets pour des performances en ligne. On a vu, les gens ont joué avec ça et il y a des modèles de prix différents que les gens ont explorés. Le moteur principal pendant la pandémie, c'est une question de garder nos publics et de continuer à les garder impliqués. Ce n'était pas une question nécessairement de récupérer nos coûts ou de générer des revenus. Et c'est clair, on a vu plusieurs organisations qui avaient 5 à 10 des ventes de billets d'une année normale. À la droite, vous pouvez voir des exemples de prix, des modèles de prix. C'est un mix de gratuit dans certains cas, par don, par abonnement, où les gens pouvaient choisir leur propre prix. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que les gens ont fait. On continue. Pour résumer, l'établissement des prix, bon, il semble s'établir entre 20 et 30 en moyenne. Après la pandémie, je crois que la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on établit un prix pour une performance en direct versus en ligne? Lorsqu'il est question du prix du billet, comment est-ce qu'on peut
avoir des forfaits qu'on pourra vendre à nos abonnés ou nos clients. Alors, est-ce qu'il y a certains segments qui sont prêts à payer plus que d'autres ou est-ce qu'il y a des segments qui hésitent plus que d'autres? Et quel est le rôle des initiatives numériques comme celle-ci dans notre stratégie? Et c'est une question qu'on pose depuis longtemps, mais maintenant, on a un tout nouveau contexte. La semaine passée, je vous ai promis qu'on allait tout révéler en termes de meilleurs modèles financiers pour ces initiatives, mais en fait, il n'y a pas de modèle parfait. Mais on a fait beaucoup de recherches, mais on peut commencer à voir certains indices pour voir comment ça pourrait être plus durable. En trouvant un modèle qui fonctionne pour les besoins spécifiques de votre organisation, eh bien, on pourrait rejoindre un tout nouveau segment du public et impliquer de nouveaux publics. Alors, c'était un résumé des conversations qu'on a eues avec les organisations. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Michael. Thank you, Michael. Merci, Michael. Un petit rappel, je devrais vous dire, vous allez remarquer que les présentations sont assez brèves. Et en fait, on veut des présentations d'environ 5 minutes par panéliste. Donc, on donne à tout le monde qui parle très peu de temps pour communiquer des idées assez complexes. Alors, notre format, c'est plutôt des présentations courtes et ensuite, on pourra en discuter de deux façons. Après les présentations, après ces présentations rapides, nous allons avoir une discussion de panel d'environ 20 minutes que je vais modérer et ensuite, on aura une session questions-réponses pendant un autre 20 minutes. Donc, l'emphase est vraiment sur le dialogue et le partage d'idées en plus de ces présentations brèves. Je veux que vous compreniez que c'est un défi qu'on a lancé à tous nos panélistes aujourd'hui. Alors maintenant, on va passer aux présentations rapides. On en a 3. De Carole, directrice exécutive de Tell Music, Neil Middleton, qui est vice-président marketing et vente à Vancouver. Et nous allons nous tourner vers Carole. Alors, Carole, la parole est à vous. Merci beaucoup, Michael. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et Neil afin de pouvoir parler de TEFL Music, de notre expérience des 12 derniers mois. Mais en fait, ça fait 18 mois, mais on se penche sur la dernière année depuis le début de la saison. Donc, merci. Je veux dire que oui, je suis une femme de moyen âge. J'ai les cheveux courts, des lunettes foncées, je porte un chandail foncé et derrière moi, vous allez voir une pièce d'art de Terry Ferris. Et je suis aussi comme Michael, je suis de la ville de Toronto et il a mentionné toutes les nations qui sont sur ces territoires de façon traditionnelle. Je veux aussi reconnaître que la ville de Toronto est couverte par le traité 13 qui a été signé et le traité Williams qui a été signé avec plusieurs nations. Alors, on passe à la prochaine et on continue. Alors, je voulais partager avec vous, comme bon nombre de vos organisations et comme bon nombre d'entre vous, TEFL Music, l'été passé, on nous a dit ce qu'on allait faire. On avait déjà fait de la publicité pour notre saison 2021, Passions of the Soul, et on a décidé, une fois que c'était évident qu'on n'allait pas offrir la saison que nous avons publicisée, qu'on devrait le réimaginer. On a décidé de commencer avec un budget à zéro. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a examiné nos dépenses en premier et ensuite, on s'est dit, qu'est-ce que ça nous prend? Qu'est-ce qu'on doit dépenser pour faire ce qu'on veut faire pour les abonnés qui avaient déjà investi en nous? On avait 900 ménages. C'était peut-être environ 1200 abonnés qui allaient se joindre à nous
Et on voulait les garder impliqués et on voulait garder ces revenus pendant cette année, cet exercice financier. Donc, on a révisé ce qu'on avait planifié et on a décidé d'avoir 3 sessions. Alors, l'automne, l'hiver et le printemps. On avait des forfaits pour les abonnés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'argent que ces abonnés avaient dans leur compte et on a continué on s'est servi de cet argent. Et maintenant, certains d'entre eux, il leur reste un peu d'argent dans leur compte et on espère que ça va devenir des dons. Et d'autres ont utilisé tout leur argent pendant l'année. Donc, on se sent confiant qu'on a comblé nos obligations envers ces abonnés. Entre-temps, on vendait des billets et des forfaits. Je crois qu'une des choses, comme Michael a dit, vous savez, on n'a pas de modèle financier. En fait, on a commencé l'exercice financier sachant qu'on a bâti un budget pour un déficit. On allait avoir un déficit important. Le conseil était prêt à prendre ce risque parce qu'on ne savait pas si on allait avoir des subventions gouvernementales ou du soutien. Mais on a décidé qu'on allait continuer et qu'on allait, si on avait un surplus, on allait voir ce qu'on allait faire avec. Mais à cause des subventions, comme Michael l'a indiqué, on a un surplus. Notre surplus va être dépensé pour la saison 2021-22 et 22-23 parce qu'on anticipe que ces saisons n'auront pas de revenus additionnels. Donc, je pense que c'est le plus grand apprentissage pour nous, la leçon tirée pour nous et pour vous probablement, c'est que notre organisation de 6 millions a perdu 50 de ses revenus. Donc, on avait un budget de 3 millions. Et ce qu'on a vu, c'est que au cours des 10 dernières années, on avait environ de 50 à 60 de nos revenus totaux qui provenaient de revenus, de recettes, donc des ventes de billets. Et ensuite, on avait entre 30 et 40 entre 20 et 30 qui contribueraient. Ce seraient des contributions philanthropiques. Et ensuite, on avait environ 20 de subventions gouvernementales. Pendant 10 ans, on a été stable dans ce 20 Donc, on anticipait que ça allait demeurer à ce niveau. Et bien sûr, tout a changé. Maintenant, nous avons 50 à 60 ça provient de subventions gouvernementales et ensuite des contributions et ensuite, on a environ 15 de nos recettes totales qui sont des ventes de billets. Donc, lorsqu'on a commencé l'année, on a décidé qu'on devait être aussi flexible que possible et on a vraiment dû faire attention à notre argent. On a passé beaucoup de temps sur les dépenses et on a passé beaucoup de temps à regarder d'où provenaient les recettes. Donc, Michael m'a dit qu'on doit continuer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé beaucoup d'argent à faire des analyses. On a appris beaucoup de choses. On a essayé tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on a décidé de faire, c'était quel était l'objectif, quelle était l'analyse. Donc, d'un point de vue abonné, un peu d'informations, on avait environ 72 d'entre eux qui étaient des aînés, 90 étaient de l'Ontario, 80 d'entre eux étaient à Toronto et ça cadre avec notre base d'abonnés. Mais on a vu de nouveaux abonnés, 40 d'entre eux provenaient de l'extérieur de Toronto. On passe à la prochaine étape. Alors, les acheteurs de billets individuels, 28 sont des aînés. Alors, une grande proportion de jeunes gens. 84 étaient à Toronto, la moitié dans la région du Grand Toronto. Et on voyait aussi des gens qui venaient d'autres régions de l'Ontario. Bon, je pense qu'on a regardé donc, ces gens qui n'avaient jamais participé à la musique, à fond de musique, donc 30 est à Toronto. Et on croit que ces chiffres sont assez intéressants et on essaie d'en apprendre davantage. Nous avons aussi appris que 30 des ventes
et des ventes ont lieu dans les premières journées. Typiquement, dans un concert en direct, on travaille sur donc, on a tout découvert qu'on va trouver ça en 30 jours. Désolé, il y a des problèmes techniques de mon côté. Donc, prochaine diapo, quelques apprentissages clés. On peut passer plus de temps sur ça, mais tous les abonnés que nous avons trouvés estiment hautement la période d'utilisation prolongée. Donc, on annoncerait une date une date de présentation et on donnerait des opportunités d'écouter pour ces gens. Et on a découvert qu'on pouvait ajouter au prix si on rajoutait cette option de prolongement de visualisation. Donc, il y avait une valeur ajoutée que nous avons découvert pour les gens. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour donc offrir quelque chose de plus à votre auditeur, mais c'est un plus ailleurs. Donc, souvent, c'est un achat dernière minute. Nous avons découvert que le montant d'argent que nous avons mis dans le marketing numérique, le retour sur l'investissement augmente lorsqu'on peut ajouter du contenu vidéo en même temps. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous parce que par le passé, nous n'avons pas pu capturer la vidéo qui pouvait accompagner notre marketing pour différentes raisons. Mais maintenant, nous avons découvert que si nous avons du contenu vidéo pour le marketing, on a plus de ventes. Donc, nous espérons que ça va bien se traduire lorsque nous allons faire des concerts présentiels à nouveau. Et nous avons aussi appris que les concerts enregistrés versus en direct n'ont pas une valeur différente. Il y a une perception lorsque, ou plutôt nous avons commencé avec la perception que les diffusions directes, c'est-à-dire de voir le concert pendant que c'est en train de se dérouler, serait plus important ou plus perçu comme être plus estimable. Et finalement, ce n'est pas le cas. Donc, l'enregistrement préenregistré, donc filmé, est estimé hautement. Et la prochaine diapo. Et nous avons aussi appris du fait que une des choses que les gens disent, vous pouvez obtenir plus de gens de partout au monde. Donc, oui, c'est vrai. Nous avons vu une augmentée dans des auditoires à l'international. Mais ce que nous n'avons pas vu, c'est que nous savons que ça ne se produira pas simplement parce que là, on est présent. Il doit y avoir un plan stratégique très précis pour aller de pair pour faire croître un auditoire international. Donc, nous avons l'intention de prendre cet apprentissage et d'essayer de le rehausser à l'avenir. Et nous avons aussi appris que nous allons utiliser différentes activités en ligne comme les Tafel Talk, qui sont des sessions de piano, et nos vidéos gratuites sur YouTube. Donc, que ce sont des très bonnes opportunités pour l'acquisition de références. Donc, tout vraiment est une question d'obtenir l'adresse courriel. Donc, beaucoup de nos efforts ont été vers le développement de contenu pour notre chaîne YouTube versus vendre le billet pour un concert en ligne. Alors, on joue avec ces genres d'opportunités aussi. Et je crois que c'est ma dernière diapo. Oh, si on regarde vers l'avenir, oui. C'est pas ma dernière. Je peux vous dire que nous regardons l'avenir. L'année prochaine sera une surprise, mais nous avons décidé de vendre une passe numérique. Nous espérons qu'une passe numérique plutôt que des concerts en vrai. Donc, ce sera une passe unique, mais les concerts seront diffusés périodiquement. Ce n'est pas vendu selon la date. Nous allons vendre ça toute la saison. Donc, même si vous l'achetez au mois d'avril, vous allez obtenir ce qui est dans ce paquet, si on veut, même si on a présenté déjà des concerts, quelques concerts. Et ce sera la stratégie pour cet achat. Donc, la personne qui achète l'abonnement aura accès à tous les concerts en direct aussi ou en vrai. Et donc, lorsqu'on regarde cela, parce que je vais terminer sur le fait que l'idée d'un budget basé sur zéro, sur un plan financier de plusieurs années. Donc,
parce que nous sommes en position de ne pas savoir d'où vient ce revenu. Donc, il faut penser un peu plus de façon entrepreneuriale plutôt. Et je crois que c'est ma présentation. Carl, thank you very much. That was Merci beaucoup, c'est extraordinaire. let me pass it over to Je vais maintenant passer la parole à Neil. Merci, Michael, et merci, Carol. Je pense que notre expérience reflète un peu ou miroir un peu ce que vous avez appris. Je suis Neil Middleton avec le Vancouver Symphony Orchestra. Je suis un homme, j'ai une barbe, lunettes. Je porte le même costume que j'ai dans ma photo. Mon zoom, c'est des montagnes avec les... J'essaie de me rappeler que dans cette année qui est complètement folle, si on veut, il y a beaucoup d'apprentissage. Je vis dans le territoire traditionnel des Koshish, des Squamish. Et donc, pour ma présentation, si on peut passer à la première diapo, je voulais commencer à parler de la valeur et s'assurer qu'on ne sépare complètement les finances de la notion de valeur et être comme une organisation dont le moteur, c'est mission, si on veut, à mission. Nous avons des objectifs qui ne sont pas des objectifs financiers, mais des modèles financiers sont très importants pour soutenir ces objectifs. Donc, je vais déballer ça un peu aujourd'hui dans les quelques minutes. Et je vais, je pense, assumer le défi de Michael sur c'est quoi le modèle. Et vous donner quelques idées, comment réfléchir, comment on trouve le bon modèle, comment vous trouverez le bon modèle pour vous. Et je vais vous donner quelques exemples d'une autre. Je pense que quelque chose qui est intéressant que je veux souligner, c'est quelque chose comme Catherine Carlton m'a déjà dit il y a quelque temps, c'est que en tant qu'orchestre, dans les arts, nous avons passé des siècles à optimiser la diffusion d'expériences en direct. Et pour la grande majorité d'entre nous, on vient de terminer l'an 1, si on veut, d'une distribution numérique qui est complètement différente. Donc, c'est auto-produit, auto-publié, si on veut, qui est distribué dans différentes chaînes, soit gratuitement ou avec le paiement. Donc, c'est quelque chose de très différent. Et je pense qu'on est on est dans un processus d'apprentissage de 5 à peut-être 20 ans et c'est important de refléter ce qui s'est passé cette année, mais il faut comprendre que ça ne fait que commencer. Nous n'avons pas encore ce modèle clair et je crois qu'il faut chercher des lignes directrices, quoi. Et dans cette question de valeur, qui peut nous aider à comprendre quels sont les aspects financiers. Donc, prochaine diapo. Alors, certains des modèles ne sont pas différents des performances en personne. Donc, est-ce que c'est juste une question de coût et on voit la valeur et la connexion à juste s'exprimer si on veut que les gens nous entendent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est à zéro, si on veut, les budgets? Déjà, c'est assez serré pour les performances et en ajoutant une partie assez importante qui ne couvre pas ces coûts. Je pense que c'est une conversation que bon nombre d'entre nous avons avec nos conseils. Ou est-ce que ça peut être un moteur de revenus? Est-ce que c'est une façon que le numérique se paie facilement? C'est une façon de se connecter avec cette auditoire, comme Carole a mentionné. Nous avons 22 de gens de plus pour le numérique. Et c'est intéressant, mais c'est quoi la croissance réelle? Lorsqu'on est stratégique, nous serons stratégiques, où allons-nous trouver un plus grand auditoire? Et je pense que certains des lignes sur ça, c'est qu'il y a une recherche qui démontre que 10 de la population aime bien la musique classique, mais 1 viennent à des concerts. Donc, est-ce que le numérique est une façon d'obtenir une plus grande portion, si on veut, de l'auditoire classique? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Si on réfléchit à comment nous avons bâti ces modèles, il y a beaucoup de choix qu'on doit faire. Du côté revenus, ici, on les connaît bien, ces colonnes. Ce sont des sources de revenus qu'on utilise dans notre modèle d'affaires actuel. Et à travers des différents modèles que Michael a mentionnés, on a pu utiliser pour le numérique. Pour le VSO, cette année, on était sur une plateforme d'abonnement. On a enregistré beaucoup de contenu, beaucoup de raisons pour lesquelles on a pris ce modèle. Nous publions
un concert numérique chaque semaine pour l'année et nous avons donné des accès soit de 12 mois, d'un mois, 7 jours. Au début, on a pu, en pré-vente, beaucoup d'abonnements annuels à l'auditoire central qui voulait soutenir, qui était prêt à prendre n'importe quoi que nous publions cette année. Et une fois qu'on a commencé la diffusion, les gens étaient heureusement surpris par l'expérience de ce contenu numérique. Et donc, on a vu une augmentation, encore une fois, dans les abonnements annuels. Et maintenant, on est au point qu'on vend des passes, si on veut, de 7 jours, 30 jours, depuis janvier, qui sont menées par du contenu spécifique. Et donc, après, les gens viennent voir cette bibliothèque de ce qu'on a publié pendant l'année. Donc, et le sponsorship est un point clé pour nous aussi. Donc, un des motivateurs pour construire ce modèle de concert, modèle type Netflix, si on veut, c'est d'avoir notre série de concerts répliqués dans notre plateforme. Et nous avons pu utiliser ça pour conserver nos sponsors traditionnels. En fait, les faire passer en personne ou en réel, si on veut, au numérique. Donc, c'est intéressant pour nous. Donc, la capture des dépenses de capture, si on veut, ça, c'est très intéressant parce que c'est là qu'on commence à déterminer quelle est la valeur, la proportion de valeur pour un concert numérique. La première chose qu'on entend des auditoires, c'est bon, c'est quoi la qualité du son? Est-ce que ça vient, est-ce que le son va être bon? Et donc, on travaille avec des ingénieurs de son qui agit aussi comme notre producteur audio. Et il nous a demandé d'aller chercher un autre producteur audio pour bâtir une équipe. Si on a travaillé avec des caméras différentes à distance, des caméras sur place, différents types de direction de caméra pour essayer de trouver le bon équilibre. Et c'est quelque chose dans lequel on va se plonger davantage pour la prochaine session. Et évidemment, il y a le coût du personnel. Et il y a différentes façons qu'on peut structurer la capture. Nous avons utilisé un système interne. On a un système dans notre salle de concert que nous utilisons avec notre personnel. Et pour la distribution, c'est une question, je crois, c'est peut-être la question la plus fréquente que je reçois. Neil, qu'est-ce que vous utilisez et comment ça fonctionne? Et ça fonctionne bien plutôt. Et nous avons vu que Neil on a conçu ce concept OTT, ce qu'on peut bâtir une bibliothèque de vidéos et il y a différentes d'autres entreprises qui ont bâti quelque chose de similaire. Nous, on a une plateforme personnalisée parce qu'on voulait s'assurer que les vidéos étaient accompagnées les métadonnées qu'on offre habituellement avec une de nos concerts, une description, l'artiste, sponsor, etc. Donc, on voulait s'assurer que c'était que l'emballage de la vidéo plutôt, que nous avions le contrôle plein. Et nous sommes aussi, on s'occupe aussi des questions YouTube avec la gestion des droits et YouTube constamment réclame que quelqu'un d'autre est propriétaire de l'enregistrement de Beethoven. Donc, on utilise une plateforme de livraison de vidéo qui s'appelle DW Player et ça nous permet d'éviter tous ces problèmes. Et sur les droits de distribution, quelque chose qui est intéressant que le VSO, notre objectif a été de venir sur la diffusion en direct depuis des années. Nous avons une garantie de médias avec nos musiciens, donc on prépaie un certain montant. Et avec ça, avec les ententes de médias symphoniques, on a pu obtenir une distribution de 2 ans pour la part du contenu que nous enregistrons. Donc, nous avons cette bibliothèque de contenu que nous pouvons présenter sur 2 ans, qui est un outil très important pour nous pour s'engager, si on veut, à ce modèle Netflix, si on veut. Et prochaine diapo. Mais comme tout le monde, on regarde c'est quoi la direction que nous allons prendre. Donc, j'ai fait la liste des questions lorsqu'on se pose la question quelle est la valeur? Donc comment c'est bien à notre mission, à notre mandat? Qui est l'auditoire naturel et qui est, on va dire, qui est l'auditoire actuel et l'auditoire futur? Donc, qualité versus quantité. On a enregistré beaucoup de musique cette année et je crois que nous avons en faire un peu moins à une meilleure qualité et prendre le temps d'investir plus de temps dans la qualité de la capture, si on veut.
Et ensuite, où se trouvent ces investissements? C'est la qualité des caméras, le nombre de caméras, les opérateurs, production, post-production. Trouver le bon équilibre, si on veut, de livrer une qualité visuelle qui est égale à la performance, la qualité de la performance des musiciens. Et je veux aussi mentionner un autre point que Carole avait mentionné, un peu la différence entre l'enregistrement et la diffusion directe. Nous avons peut-être tous vécu ça. Il y a une expérience interne très différente. On venait de faire notre première diffusion depuis longtemps, en direct, même depuis il y a quelques semaines. Et on a entendu immédiatement de la part de nos musiciens comment c'était une énergie complètement différente et expérience pour eux, sachant qu'il y a une auditoire réelle de l'autre côté de l'écran qui les observe. Donc, il y a une grande valeur là-dedans pour nous comme organisation. Donc, les changements qu'on va faire, c'est moins de volume, plus de qualité et aussi une question de fatigue de ce côté-là. On veut présenter des joyaux, si on veut que les gens qui vont y écouter plutôt que simplement de lancer du contenu pour avoir du contenu. Et ensuite, nous allons réfléchir vraiment au numérique comme être une valeur l'année prochaine. Le modèle sport, si on veut en particulier, qui, nous savons que les fans de sport veulent être à l'arène, ils veulent vraiment avoir cette expérience. Mais quand ils ne peuvent pas se le permettre ou l'horaire ne permet pas, ils suivent évidemment la partie à la maison, à la télévision. Et c'est un endroit très intéressant pour nous d'explorer, particulièrement avec les super fans, les donateurs et le classique, si on veut, qui est peut-être ne se trouve pas dans une novice, c'est peut-être une personne, le super fan classique, qui se trouve peut-être pas dans les villes, mais dans un centre municipal où il y a un orchestre symphonique. Nous avons vu beaucoup que de nos nouveaux viennent, les gens de plus basse terre, si on veut, absolument, ils ne viendraient pas à Vancouver, de l'intérieur de Colombie-Britannique, Okanagan, etc., Victoria, des gens qui sont des fans de classique, mais venir à un auditoire, à un concert en direct, ce n'est pas une option pour eux. Je pense que je vais terminer là et nous permettre de lancer plutôt la conversation plus tard. En parler plutôt dans la conversation plus tard. Merci beaucoup, Neil. C'est immédiatement, sans plus attendre, passons à l'autre côte antérieure, l'autre côté du pays et entendre la parole de Hugh de St. John's. Merci, Michael. Et l'autre côté du pays et plus près du week-end. Merci beaucoup. Merci, Michael, pour tout ce qui a été fait pour faire que la session d'aujourd'hui est possible. Catherine et toute l'équipe d'Orchestre Canada et à mes panélistes aussi. Je suis un homme d'as blanche avec cheveux courts, des lunettes, j'ai une chemise à carreaux. Si vous remarquez, c'est la même photo que c'est la même chemise que dans ma photo. J'ai un mur vert derrière moi. Et j'aimerais bien, alors, je vous reconnais, je vous joins du territoire qui est les terres ancestrales des Biatech, avec l'île de Terre-Neuve étant les terres traditionnelles des Mi'kmaq, entre autres. Et je veux reconnaître les Inuits et les Inuits des différentes régions et leurs ancêtres comme les peuples originaux de Labrador. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On continue. Next slide, please. So, financing in the time of COVID, absolutely. Donc, les finances pendant la COVID, c'est un sujet fascinant. J'ai été très heureux d'avoir l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes un petit orchestre, plus petit que les deux autres organisations qui ont déjà parlé, mais on a tous vécu la même expérience au cours de la dernière année. On a fait face aux mêmes défis avec l'arrivée de la pandémie. Avant la pandémie, nous n'étions pas un intervenant numérique du tout. On avait certains enregistrements en archive qu'on a commencé à diffuser gratuitement au printemps, mais on n'avait rien fait de façon dans l'espace virtuel. Nous avons une très petite équipe. On avait un gestionnaire de production qui jouait un peu avec le numérique. On a dû lui parler pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais ce qu'on avait, c'était une très bonne relation avec nos musiciens. On a formé notre local, notre syndicat il y a 2 ans. On a une très bonne relation avec nos musiciens et on est très heureux
de l'entente. On a commencé à leur parler pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté numérique. Le conseil était entièrement en faveur du numérique également et on avait une volonté d'aller de l'avant pendant la pandémie. So Donc, we knew that nous savions what we were gonna need to do, obviously, was to build qu'on some digital devait créer de nouvelles capacités numériques, de créer de nouvelles présentations. Est-ce que ce serait numérique seulement ou avec la COVID-19, on n'avait pas beaucoup d'incidences à Terre-Neuve, donc on savait qu'on pourrait retourner dans les salles de spectacle pour faire des spectacles en direct. Donc, on voulait être assez agile pour s'ajuster en cours de chemin. On devait y aller session par session. On a fait une saison de l'automne et ensuite une saison hivernale. We also, as has been mentioned by both Et Carol and comme Carole et Neil ont mentionné, on essayait de trouver de nouvelles méthodes de marketing pour l'organisation. On voulait s'éloigner de nos méthodes traditionnelles et on voulait rencontrer les gens en ligne. Et comme Carole a mentionné, on voulait avoir accès à beaucoup plus de vidéos afin de vraiment montrer nos capacités. and, as I mentioned, Et, being prepared to comme j'ai pivot. mentionné, on voulait être prêt à effectuer le virage nécessaire. On continue. So our key considerations. Donc, les facteurs clés, financial side of things, obviously, were, on parle du côté financier, alors les coûts par concert. we knew that On with savait the pandemic, we qu'avec la could pandémie, put a small orchestra on stage, about on 30 pouvait avoir musicians. un petit orchestre sur la scène, environ 30 musiciens et membres de l'équipe technique, mais même avec ce petit groupe, les coûts étaient d'environ 12 000 par concert. Alors, moins cher qu'en direct, mais définitivement, Outside the reach of what you could probably c'était from digital-only sales. des coûts qu'on ne pouvait pas récupérer avec des ventes de billets pour le numérique seulement. The math just wasn't Et there donc, to be successful. So how could we plan on ne pouvait pas réussir. Alors, comment est-ce qu'on pouvait planifier? Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer Next slide, please. de connaître une certaine réussite avec le numérique? So we talked Donc, about different things that we on could a do. parlé de choses différentes qu'on pourrait faire et on a décidé qu'on allait essayer Integrity of our de garder l'intégrité de nos 16 concerts. Alors, de septembre à avril, on voulait avoir une saison small, complète. orchestra, about On est un petit orchestre, $1.3 million. un budget de 1,3 million de dollars. On a un très grand territoire, Province, we're the only toute une province. On est le seul orchestre dans la province. Donc, on voulait trouver des moyens d'engager la plupart des musiciens et on voulait les mettre sur la scène autant que possible. On voulait aussi créer de nouvelles possibilités de parrainage et d'appui. Par exemple, on a créé un programme Paid For, donc des gens qui achetaient des abonnements pouvaient en acheter un deuxième et en faire don, soit à une organisation ou une personne dans le besoin. Et on a regardé toutes les façons possibles de faire des cueillettes de fonds avec la publicité numérique dans nos programmes, etc. Next page. Next slide, please. Continue. Sorry. So the result for Donc, us les résultats pour nous, extremely positive. on pensait que c'est très positif. Normalement, on a environ 200 abonnés de saison. On a eu à l'automne plus de 200 ménages. Alors, 230 ménages abonnés. Ça, c'est en plus des billets individuels. Donc, on était très surpris par ceci. Et en fait, les revenus d'abonnement ont diminué seulement de 10 000 $. Et ça, c'est extraordinaire. Une grande surprise, mais très positive pour nous. L'autre chose extraordinaire, c'est que nous avions maintenant une couverture partout dans la province de Terre-Neuve et Labrador. On avait la capacité de joindre des gens sur la côte ouest. On pouvait joindre les gens au Labrador et c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Et je vois que c'est tellement, pour moi, c'est tellement positif parce que maintenant, nous avons créé des expériences numériques pour le monde dans d'autres parties de la province et on espère qu'éventuellement, on ira en tournée avec l'orchestre. On a aussi des prestations qui ont été vues au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays. On a aussi eu un nouveau programme qu'on a créé avec la campagne Pay It Forward pour offrir des concerts gratuitement dans des foyers de personnes âgées, des organismes de services de santé. Donc, on a 46 foyers de personnes âgées qui ont participé et les concerts qu'on offre, on les montre aux résidents dans ces foyers. Donc, c'est très important pour ces organisations qui faisaient face à des difficultés et les gens étaient isolés pendant la pandémie.
Tout ça nous a gardé pertinents et cette nouvelle source de revenus, ça provient de nouveaux marchés de la province. So the future is definitely Donc, very, very hard. l'avenir est difficile à prédire pour nous. We don't, Nous, we really don't know nous ne savons pas things are gonna go, obviously, at this où point. les choses vont aller. We have a plan Nous avons un plan for next fall. en place pour l'automne Hoping to announce in July. et on espère l'annoncer au mois de juillet. Our goal is to try and offer Notre objectif, c'est d'offrir une saison entièrement en direct, may have some restrictions, obviously, in numbers. mais peut-être avec certaines restrictions en termes de nombre de spectateurs. On veut enregistrer environ la moitié de nos concerts et en offrir un par mois. I've learned some very interesting things even from J'ai appris des choses très intéressantes. things we may try. We're going to continue to serve On our va digital subscribers. continuer à servir nos abonnés numériques, surtout ceux qui ne peuvent pas assister au concert en personne parce qu'ils sont dans d'autres régions de Terre-Neuve. Et nous envisageons à l'avenir, alors on se lance 10 ans dans l'avenir. On ne s'attendait pas, mais on espère qu'à l'avenir, on espère avoir des ententes plus larges et bâtir un catalogue de concerts qu'on mettra sur notre site Web. Alors, on a un nouveau site Web également et ça fonctionne très bien pour nous. Et c'est tout pour moi. Mark David with his arms wide open. Alors, Mark David avec les bras ouverts. Merci. Hugh, thank you very much. That was Merci beaucoup. Thank you, Carol. And Merci à Carol et Neil. Extraordinaire. compulsive timekeepers in the, Et ceux qui sont les chronométeurs à l'appel, vous allez remarquer qu'on a pris un peu plus de temps que prévu, mais je pense qu'on devait entendre toutes ces informations. make it up on the back end. Donc, on va se rattraper. Now we're going to swing Alors maintenant, nous allons passer panel discussion à la discussion de panel. section of our forum. And with our three speakers, we're Et also going to avec nos 3 panélistes, on va aussi accueillir Bernard Leblanc qui va se joindre à nous. Et on est très heureux d'avoir Bernard avec nous parce qu'il a plusieurs points de vue et il est membre du comité directeur pour le projet. He's an orchestra musician himself. C'est un musicien d'orchestre et il est directeur des services symphoniques pour le CFN. Donc, Bernard, bienvenue. Merci. Nous sommes très heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui pour ce panel. Et on débute maintenant. Alors, je croyais qu'on pourrait débuter avec des choses plus spécifiques qui pourraient intéresser les gens. Et l'une des choses qu'on a remarqué dans notre recherche que les orchestres font différemment, c'est combien de temps est-ce qu'une performance numérique reste en diffusion et alors, lorsqu'une performance numérique est disponible pendant une longue période de temps, quel impact ça peut avoir sur les finances? Et on peut peut-être commencer avec Carol. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Alors, la durée de temps. Nous avons appris, pour nos abonnés, ils ont accès pendant une semaine sur la plateforme. Donc, on peut seulement accéder à la diffusion avec un mot de passe et on a trouvé que de leur donner 7 jours après la diffusion originale, ça semble être satisfaisant pour eux. Les acheteurs de biens individuels, si on peut leur donner accès 2 jours, jusqu'à 2 jours après la diffusion, ils semblent heureux avec ça. Mais ce qui est le plus important, ce qu'on apprend, c'est que notre capacité, mais c'est lorsqu'on parle du modèle payant. Lorsqu'on parle de notre stratégie YouTube et les médias sociaux, on sait que ces diffusions, ces enregistrements doivent rester là presque en façon permanente. Nous avons eu, on avait un de nos concerts d'archives de 2010, Messiah, et on l'a laissé là pendant 15 jours, je crois, à Noël. Et il y a eu 27 000 visionnements. Et ça, c'est bien. Ces 27 000 personnes, maintenant, voyaient cette musique et ce qu'on faisait.
Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas capter des données concernant ces 27 000 personnes. Donc, ce qui devient important pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut les impliquer afin qu'on puisse recueillir leurs informations parce que c'est ça qui va être essentiel afin qu'on puisse monétiser ceci. On doit faire croître le nombre de gens qui veulent participer dans ce qu'on fait en ligne. Et les restrictions, donc s'il y a des restrictions qui mettent des limites sur combien de temps on peut tirer parti de ces actifs, ça va être difficile pour nous de voir comment vraiment s'en servir. Et c'est pour ça que j'aime ce que Neil a dit. Il a dit, je suis d'accord avec lui à 100 On est dans la première année d'un changement qui va s'étaler sur 20 ans probablement, et on doit tous venir à la table avec autant de flexibilité que possible et dire comment est-ce qu'on va trouver la solution. Et la raison pour laquelle je pense que le 20 ans, c'est la bonne durée de temps, c'est que j'ai regardé ce qui est arrivé avec les journaux en ligne. Et lorsqu'on voit ce qui est arrivé avec les journaux, l'industrie des journaux, c'est une tendance très similaire. Donc, je pense que l'utilisation et la réutilisation et la capacité de réutiliser, ça va devenir très important. Great. C'est bien. Neil, what about you? Neil, qu'est-ce que vous en pensez avec un modèle d'établissement de prix très différent? Alors, combien de temps est-ce que vous laissez? Quel est le meilleur temps pour les revenus? Combien de temps est-ce que vous laissez vos concerts disponibles pour les gens? Mais les tendances d'achat étaient semblables à ce que Carole a décrit. Les gens, on se concentre sur le moment où on fait la diffusion. Et les jours avant la diffusion, on voit qu'il y a une augmentation du nombre d'achats. Et ensuite, on a une personne de service à la clientèle qui est disponible parce qu'il y a toujours une petite augmentation d'engouement. Les gens ont de la difficulté des fois à se connecter à la plateforme. Et ce qu'on a vu, c'est que, alors on voit vraiment des augmentations à chaque fois qu'il y a un enregistrement qui est diffusé et 2 jours après, c'est là où on voit la plupart des visionnements. Mais entre les publications, écoutez, ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas diffusé quelque chose de nouveau. On a fait autre chose et il y a une base constante d'environ 100 visionnements par jour, même s'il n'y a pas de nouvelles pièces qui sont diffusées. Et comme Carol a dit, si on a un canal YouTube, on voit ceci, les gens viennent et ils regardent, ils font des visionnements. Et je pense que ce qui est bien, lorsqu'on les garde là pendant longtemps, c'est qu'il y a des types différents d'utilisateurs. Et nos super fans vont revenir. Ils vont regarder les vidéos plusieurs fois. Et on a eu une expérience très intéressante où un enregistrement de Peter and the Wolf que CBC avait fait avec le VSO, qui était sur YouTube depuis très longtemps. Il y avait des millions de visionnements. Et pour une raison ou pour une autre, CBC l'a enlevé il y a une couple de mois. Et notre boîte à courriel a explosé. Pourquoi est-ce que vous avez enlevé Peter and the Wolf? Où est-ce que c'est allé? Les grands-parents aiment partager ça avec leurs petits-enfants, les professeurs s'en servent. Donc, je crois que la valeur pour le client, la valeur d'avoir cette bibliothèque de contenu pour le public, ce n'est pas nécessairement énorme, mais ça nous aide à rejoindre les gens, surtout pour les gens qui sont proches de nous, nos abonnés. Et ensuite, pour la découverte à long terme, en continu, on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens font des recherches sur Internet et d'avoir une bibliothèque de contenu. Donc, lorsque quelqu'un fait une recherche pour Mussorgsky ou un compositeur canadien, si on a un concert de compositeur canadien puis c'est seulement accessible pendant une semaine, eh bien, c'est une opportunité manquée de rendre ce travail accessible. Alors, on revient à cette question. Quelle est la valeur? Je ne pense pas qu'il y ait une grande valeur financière, mais il y a une valeur de mission. Interesting. Hugh, any thoughts on duration and the implications? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, rapidement. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Nous avons, nos concerts sont disponibles pendant 30 jours. Et on n'a pas autant de contenu que les 2 autres organisations, mais
environ 30 jours. That's for either a subscriber or Et ça, c'est pour les abonnés ou pour un acheteur de billets individuel. Donc, de 30 jours à 1 an. Si vous l'achetez 15 jours après la diffusion originale, ben, il vous reste 15 jours. C'est le même genre de choses. Je trouve que c'est les derniers jours où il y a vraiment une augmentation d'achats avant la diffusion. Et on essaie de faire une poussée après tous les concerts pour dire, ah, vous ne l'avez pas vu, mais maintenant, on a plein de vidéos à vous montrer et vous pouvez les regarder sur demande. Vous pouvez les regarder sur demande maintenant. Alors, on pousse un peu sur la demande, on fait du marketing là-dessus et il y a des gens qui, en fait, vont voir ces vidéos. On a eu une belle opportunité cette année. On a eu un confinement de 5 semaines et notre conseil se disait, bon, ben peut-être que c'est notre opportunité. On ne sait pas, peut-être que tout va se terminer. Donc, c'était près de Pâques. On a fait une production en décembre et on a établi une série qui s'appelait Flashback Saturdays. Donc, on avait le Masterworks One et ensuite, on a diffusé Messiah. Et dans Messiah, ça a été juste avant Pâques et on a eu un tout autre groupe de gens, un nouveau public. Et on l'a offert encore une fois parce qu'on avait de nouveaux abonnés pour notre saison hivernale qui n'étaient pas abonnés à l'automne et qui avaient seulement vu 2 concerts. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ils ont vu 2 concerts. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux contenus pour eux cette année? Je ne sais pas. Donc, on va leur donner quelques petites choses de l'automne auxquelles ils n'avaient pas accès. Et donc, c'est là où on en est. Alors, je crois que pour l'avenir, on va regarder ceci et penser à des modèles différents pour voir ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Mais je pense que le numérique, ça va être un ajout pour nous à l'avenir pour les abonnés. Mais aussi, il y a des gens qui voudront seulement le numérique. Let me throw out another question to you. Alors maintenant, une autre question pour vous. To what extent is digital a gateway Le to live? numérique, est-ce que ça va mener à des achats de spectacles en salle? Et comment est-ce que votre organisation a pu voir ceci comme étant une stratégie Drive people to qui come to va live concerts? amener les gens à venir à des concerts en salle? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'il est trop tôt pour savoir? Il est trop tôt. Bon nombre d'entre nous, on n'a pas eu l'opportunité de tester pour voir si on peut amener les clients numériques vers les salles de concert. On ne sait pas encore. Mais c'est notre expérience, en tout cas à Toronto. J'aimerais bien savoir si Neil et Hugh ont une perspective différente, mais je crois que le concept est le bon. Et si on regarde comment les plus jeunes que les boomers, ont tendance à acheter, leur comportement d'achat, c'est qu'ils participent en ligne pendant un bout de temps, jusqu'à temps qu'ils soient à l'aise, et ensuite, ils vont aller vivre l'expérience en salle. Donc, ce type de comportement avec un segment de la population, je pense que c'est quelque chose qu'on peut examiner et voir si ce serait possible pour nous également. Mais on n'a pas eu le temps de tester ceci parce qu'on n'a pas assez de contenu numérique. Still to come, then. Yeah, I would agree. I would say, I mean, some of that may happen. I think some may just happen organically. Some people who never had an opportunity to see or hear the symphony in St. John's before, maybe didn't have that level of awareness. Now they were able to take on a very low-hanging, $15 or $20 digital ticket and sit at home with a glass of wine. Well, maybe that's how they want to keep things going for them. But at least now they know the caliber. Au moins, maintenant, ils savent que le calibre et le type de musique, l'expérience, les qualités qu'ils vont obtenir, au moins, ils ont eu cette occasion de façon qu'on n'aurait pas pu faire avant. Mais encore une fois, comme Carole a dit, je pense qu'il y a encore beaucoup de temps ou d'espace pour répondre à cette question encore. Et si vous me permettez ajouter, je crois aussi ce sera notre responsabilité de faire davantage d'éducation. L'expérience numérique n'est pas une expérience en direct, présentielle. Et maintenant, à partir de notre système d'éducation et de messagerie,
va falloir expliquer la différence. Donc, qu'est-ce que vous obtenez lorsque vous êtes en présentiel? Parce que comme j'aime la référence à venir des superfans. Nous, nos superfans vont faire les deux. Nous savons qu'ils viendront toujours au concert parce qu'ils savent c'est quoi une expérience en réel, en direct, et ils vont aussi l'écouter 3, 4 fois par après dans la plateforme numérique parce qu'ils l'aiment à ce point. Alors, mais pour les autres, peut-être il faudra faire plus de travail pour qu'ils apprécient c'est quoi la différence entre les deux expériences. Pensez-vous que vous pouvez amener obtenir plus de revenus importants des superfans, les meilleurs clients, si on veut, donnent X fois plus que monsieur, madame, tout le monde. Pensez-vous que vos superfans, vous allez trouver des services, des trucs qu'on peut leur offrir qui va se traduire qu'ils sont heureux d'offrir, si on veut, un plus haut niveau de revenu pour vous? Je vais dire, les superfans, peut-être un peu, peut-être un peu plus, mais les autres sources de revenus, bon nombre d'entre nous, on ne fait que gratter la surface, quoi. Si nous avons cette belle expérience d'amener nos sponsors à tout notre contenu numérique. Et maintenant, on va ajouter le contenu en vrai, si on veut, encore une fois, à nouveau. Donc, de toutes nouvelles opportunités pour des commanditaires. Le secteur public a beaucoup d'argent investi dans le numérique qui nous encourage à faire le numérique de façon différente. Donc, l'infrastructure, par exemple, formation, et même au cœur. Donc, l'histoire qu'on peut parler de la réalisation de la mission et dans cette année hybride, donc la croissance de la mission. Les ventes des billets n'est pas la seule source de revenus. Il faut penser aux autres qui ont peut-être plus d'opportunités de revenus que simplement la vente de billets. Je suis d'accord avec Neil parce que nous avons des expériences cette année que lorsqu'on parlait à nos commanditaires, nos sponsors, on allait voir les gens, on disait hey, qu'est-ce qui va se passer? Mais essentiellement, tout le monde est revenu, est remonté à bord. Lorsqu'on leur donne cette valeur, on dit vous savez ce que vous pouvez faire? Nous, on fait ça de façon numérique. Vous pouvez produire une vidéo qui a été 2 minutes au début. Si vous avez une annonce pour l'organisation au cours on peut mettre ça au milieu, à l'intermission, parce qu'on avait cette pause où on avait un mix. À l'époque, on faisait un mix signature, si on veut, que les gens pouvaient essayer. Et donc, cette vidéo n'est non seulement vue par des gens qui auraient peut-être à être dans le couloir ou dans la salle de concert, mais c'est vu par toute personne qui serait n'importe où. Donc, c'est un rayonnement plus large pour l'organisation. Oui, en effet. Juste pour une plus grande image, si on veut, pour quelques instants, quelles sont les clés pour faire que le numérique est durable, si on veut? L'impact et la durabilité du numérique. Quelles sont certaines des choses que vous apprenez au sujet de la durabilité à long terme, en se souvenant qu'on a dit que c'est un cheminement d'apprentissage, quoi, qui va prendre plusieurs mois. Je crois que Neil le dit bien, très bien dit, exprimé avec sa liste de questions. Je crois que une fois qu'on peut déterminer pourquoi qu'on fait le numérique et pour quel objectif et qu'est-ce qu'on veut réaliser avec ça, je pense que ça va tous nous aider à déterminer comment on peut en faire, au moins pour atteindre un budget comme but non comme une entreprise à but non lucratif. Vous savez, nous, notre moteur, c'est notre mission. C'est pour ça qu'on est sans but lucratif. C'est pour ça qu'on est engagé à desservir la communauté. Mais vous savez, le fait que on ne peut pas, les consommateurs ne paieront pas 100% du billet. Alors, il faut faire plusieurs choses pour faire entrer le revenu. Et je crois qu'avec la bonne stratégie, et les bons objectifs, on pourra déterminer comment trouver un revenu pour les soutenir. Et je n'ai pas encore la réponse. Si Neil a la réponse, il peut le partager avec nous. Je pense qu'une façon importante de regarder la chose, c'est exactement comme Carole a dit, c'est l'impact de la mission.
Et il y a deux choses. Je vais revenir à la question en vrai. Donc, présentiel. Je ne pense pas que l'auditoire qu'on va trouver à long terme pour 40, 75, une performance numérique de 40, 75 minutes. Ils vont peut-être aimer en présentiel, peut-être que non. Il y a des raisons pour lesquelles ils ne viennent pas. Et nous, on découvre, il y a beaucoup de gens qui disent merci pour avoir fait ça. Je ne veux pas me rendre au centre-ville ou j'aime pas les groupes, j'ai jamais aimé aller au centre-ville. C'est la seule façon que je peux voir la symphonie, l'orchestre. Ça va, mais si je peux le faire de façon numérique, c'est génial. Alors, comment trouver, la question finalement, c'est où sont ces gens qui sont cet auditoire numérique? Et question de stabilité, je pense qu'une façon facile de le concevoir, c'est on a mis cet investissement dans cette expérience en personne, donc présentiel. Et la capture vidéo, on se rend compte, on n'est pas en train de doubler notre budget. On ne met pas 50 de plus, 5 à 10 plus de budget peut vraiment capturer. Et je crois qu'il y a une opportunité pour nous. J'ai vu quelqu'un le dire dans le clavardage. Comment bâtir une bibliothèque nationale? Comment rebâtir cet environnement de diffusion qui existait, puisqu'on pouvait écouter les orchestres canadiens, peu importe ce qu'on était. Il y a plusieurs chefs d'orchestre. Il y a beaucoup d'orchestres qui me viennent à l'esprit que je connais, qui existaient il y a 30 ans, que je connais parce qu'ils étaient à la radio. Et j'aimerais bien être en mesure de le fan de musique classique canadien a une idée de ce qui se passe dans les autres villes. Il y a une fierté dans multiples orchestres et un sentiment de ce qui se passe dans le paysage plutôt que simplement ceux de nous qui sommes sur ces panels et qui écoutent ayant un sentiment de ce que font les autres. Ça serait un rêve, quoi. Je veux diriger une question maintenant avec Bernard. C'est vraiment une question de financièrement, est-ce que le numérique, c'est bon pour les musiciens aujourd'hui? D'abord, bonjour Michael et merci pour m'avoir donné l'opportunité de parler avec toutes ces personnes. Hyper intéressant. Absolument, je peux parler bilingue, mais ça me donner l'opportunité de parler en français parce que nous avons des interprètes. Donc, je sais pas bon, je vais me présenter. De blanc, j'ai des cheveux bruns avec une touche prédominante de gris. Et je suis assis devant ce mur blanc, portant un chandail bleu et veston gris. Je viens de Repentigny, Québec, sur le territoire traditionnel des Atikamekw de Manawan. Donc, Michael, oui, c'est certain que pour nous, pour des musiciens, présentement, c'est difficile, c'est très difficile, c'est-à-dire que les conditions d'enregistrement et tout sont déjà pas faciles avec la distanciation et tout. Fait que, puis le point de vue financier, ce qu'on a entendu beaucoup des intervenants ici, c'est que la lettre d'entente que nous avons établie, COVID, a permis, notre but était de permettre aux musiciens de conserver leur garantie de compensation qui était privée à l'entente collective. Donc, on peut parler bien ou mal du streaming ou de la lecture en continu, mais ça a quand même permis aux musiciens de gagner leur vie à travers la crise qu'on vit présentement. Ceux qui ont beaucoup souffert, c'est surtout les surnuméraires et remplaçants. Je pense que la lettre d'entente aussi va continuer à s'appliquer. On vient de la renouveler pour une autre année. Donc, ça va permettre aux organisations un peu de voir si dans un an, quel modèle qu'on va suivre. Sinon, l'entente collective, l'entente du IME va continuer à s'appliquer après la COVID. Et puis, il y a plusieurs de vous qui sont signataires de cette entente collective-là. Mais pour mettre ça court, on est toujours en recherche d'une façon de payer les musiciens, de compenser les musiciens, parce que les musiciens vivent quand même un stress supplémentaire par rapport aux enregistrements.
Et comme je disais aussi, la distanciation et tout. Donc, on espère pouvoir trouver avec les organisations une entente qui serait bon pour tous. Pour tous. Yeah. What about the other panelists? Et qu'est-ce qu'il y a les autres panélistes? Est-ce que vous avez des idées au sujet de la façon que les choses ont fait pour les musiciens, personnellement, pendant la pandémie, comment ça pourrait fonctionner à l'avenir? Juste comme ça, le plus grand défi pour nous, il certainement était, comme Bernard a mentionné, la distanciation. Le défi auquel les musiciens étaient confrontés et ils travaillent avec les endroits pour donner plus de personnes sur scène que possible. Donc, on crée cette cohorte, si on veut, pour avoir une cohorte parce que tous nos musiciens ne sont pas temps plein avec l'orchestre. La majorité des gens sont payés maintenant, mais ne sont pas tous temps plein. Donc, ils ont autres emplois. Donc, le temps qu'ils passent avec nous, on essaie de les séparer, d'avoir un groupe un soir, puis un autre groupe un autre soir, afin d'avoir autant de musiciens possible sur scène. Et certainement après, lorsque la saison terminera, nous aurons des garanties de service à payer pour atteindre où on devrait être. Mais je crois que notre objectif au début, c'est de continuer, si on veut y aller, et de mettre autant d'argent dans les poches de nos musiciens qui est possible. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Je crois que à l'avenir, la saison 2021-22, si on fait une saison complète en présentiel, ça va augmenter le nombre de musiciens qu'on peut avoir sur scène. Et si je vois je peux voir un temps par après que on pourrait rehausser ce qu'on fait, je crois, pour nos musiciens parce que nous allons voir, ils vont obtenir ces paiements additionnels pour qu'on puisse être en mesure de diffuser les choses et d'enregistrer et diffuser les choses à l'avenir. Donc, ça nous fait penser à l'avance et même nous fait réfléchir des choses auxquelles on n'avait pas réfléchi avant. Et la seule chose que j'ajouterais, Hugh, c'est magnifique, je suis entièrement d'accord. Nous faisons notre meilleur. Donc, Tafel Music, nous avons garanti un salaire. Donc, on est un orchestre par service. Donc, tout est basé sur le nombre de services ou le temps que la personne, les individus, les musiciens offrent pendant la saison. Nous avons été extrêmement inquiets des musiciens en termes du fait que l'ensemble n'a pas pu jouer depuis un an ensemble. C'est très difficile. Nous savons aussi que ça fera partie des prochaines années, que l'ensemble puisse avoir l'occasion de travailler ensemble à nouveau, de produire le genre de produits de qualité qu'ils veulent. Donc, on est conscient de ça. Une chose que je peux partager, Tafel Music a plusieurs années d'avoir d'enregistrement audio. Et nous avons une longue histoire de ça parce que du fait qu'en 2012, on a établi le Tafel Music Media, qui est essentiellement une étiquette musique. Donc, on a de l'expérience dans la distribution d'audio et c'est long et c'est compliqué et je n'irai pas en détail. Mais ce que je vais partager avec vous, c'est que souvent, nous avons dû abandonner certains des projets audio, on a presque abandonné parce que le point, si on veut, le prix pour les musiciens augmente de façon tellement dramatique qu'on n'a pas déterminé ou trouvé comment payer pour tout ça dans cette circonstance. Et c'est parce que vous savez, les contrats sont établis pour assurer une bonne compensation pour nos musiciens et pour tout à l'avenir. Je voudrais peut-être qu'on le perçoit d'une façon plus compréhensive de qu'est-ce qu'on peut payer, qu'est-ce qui est abordable et quel est l'objectif pour le faire. Si l'objectif de faire de l'audio est d'être en mesure de de le faire rayonner afin que les gens puissent l'écouter et que c'est un bénéfice ou des avantages pour l'organisation on n'est pas un Stony. On est Tafel Music, on essaie d'augmenter la taille de notre auditoire de toute façon possible. Et est-ce qu'une façon pour nous d'utiliser le numérique de façon plus économique
dans tous les différents secteurs. C'est juste des choses à considérer parce que il y a des coûts additionnels lorsqu'on commence à passer au le monde numérique. Et nous avons, Carol, c'est intéressant, ta forme musique a ce modèle très intéressant où lorsque les autres n'étaient pas en mesure d'enregistrer ou l'enregistrement était impensable, ta forme musique a compris comment faire. Et classic music, musique classique, des CD. Nous, on a conservé les CD plus longtemps que la musique pop, quoi. Mais nous avons tous vécu à travers ça. Le revenu vient de comment la musique est distribuée et enregistrée. Donc, tout ça a changé tellement, est devenu une commodité, si on veut, d'une certaine façon. C'est un produit de base. On se syntonise à Spotify, etc. Et on peut écouter le premier Beethoven qui se pointe. Et donc, on vient à la question, où est la valeur? Je pense que la découverte magnifique de cette année a été à quel point notre auditoire estime notre enregistrement de Beethoven. Donc, Toronto, c'est pas la même chose. Donc, Toronto n'aime pas nécessairement Vancouver autant que ça, mais la Colombie-Britannique, Victoria, etc., nos communautés aiment voir les musiciens qu'ils connaissent dans leur diffusion numérique. Alors, encore une fois, c'est une courbe d'apprentissage énorme pour apprendre comment commercialiser le numérique à l'auditoire local, qui est contre-intuitif parce que le numérique, c'est pour le monde plus globalement. C'est pas pour tout le monde. Donc, je vais sauter un peu parce qu'on a promis de prendre des questions, de la foire aux questions des participants. Donc, je vais passer là et je m'excuse d'avance parce que nous avons une centaine de questions qui sont entrées dans le clavardage. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, on va choisir un peu et on va se lancer. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le prix du numérique lorsqu'on revient à la salle de concert? Je ne suis pas certaine, j'ai tout à fait compris la question, mais il va falloir le prix pour la salle de concert, c'est le prix pour la salle de concert, puis le prix numérique, c'est le prix numérique. Et je ne pense pas que les clients peuvent s'attendre qu'on fasse quelque chose de façon différente. Bon, moi, c'est ça que j'ai à l'esprit. Nous, on n'a pas établi le prix de nos abonnements numériques pour être remplacement de revenus pour les ventes en salle de concert. C'est beaucoup moins cher, etc., par maison, si on veut, ou par domicile. Pour nous, ce serait donc votre ensemble ou votre abonnement sur place pour avoir l'ajout de numérique. Donc, s'il y a une tempête de neige, vous êtes malade, vous ne pouvez pas venir, vous pouvez quand même l'écouter, mais l'ensemble numérique aurait une option numérique seulement ou quelques concerts sur place. Que pensez-vous sera l'impact lorsque vous êtes de retour à la salle de concert à produire des concerts et quel sera, et vous voulez faire du numérique aussi, donc ce sera quoi le stress? Mais une chose qu'on a de voir, une des expériences, Hugh en a mentionné un peu, c'était une année très bizarre pour commencer à enregistrer. Tout le monde est à gauche et à droite, on essaie d'apprendre différemment, tout le monde, c'est des écrans. On a entendu de nos musiciens et que c'était vraiment stressant d'essayer de créer de la musique. Et on arrive finalement à un endroit où on est confortable, on est à l'aise et on croise les doigts. On va avoir 60 musiciens sur scène ou dépendant de la taille de votre groupe et des gens dans la salle de concert et l'énergie va complètement changer. Alors, je crois que nous allons enregistrer une énergie beaucoup plus élevée en tant qu'expérience et les gens on sera plus heureux avec la qualité musique dès le début. Donc ça, le niveau va être, le niveau de la qualité sera un autre niveau. Donc, il y a tellement de facteurs qui vont changer encore une fois cette année. On est dans un nouveau processus d'apprentissage de ce qu'on peut faire et quelle en est la valeur. Je pense qu'on a entendu partout avec toutes les organisations avec lesquelles on a parlé, c'est pendant la pandémie, on l'apprenait à l'improviste, mais après post-pandémie, ça va être un nouvel environnement, une nouvelle expérience que les gens, auquel donc les gens devront devenir agiles. Et un autre aspect, c'est de prendre en considération
le du personnel qui travaille, font du 9 à 5 depuis la maison depuis 1 an. Et d'autres organisations, même avant ça, on travaillait de 9 h du matin à 10 h à 22 h des soirées de concert. Donc, on faisait du double parce qu'on était au concert aussi. Alors, je crois qu'il y aura un peu de réorientation pour le personnel. Est-ce qu'on peut ou sommes-nous en mesure de s'attendre qu'ils vont travailler toute la journée et ensuite venir à la salle de concert pour travailler pendant un concert? Alors, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir, qu'on devrait être confronté pendant quelque temps. Bernard, vous devez être, vous devez être vous avez hâte de retourner à cette expérience réelle dont Neil a parlé. Ils ont tellement hâte de retourner en salle puis jouer des concerts comme devant le public, comme le joueur de hockey, en fait. Puis, je pense que ça va juste confirmer un peu, parce qu'on est fait, la musique classique, pour moi, la musique orchestrale, c'est fait pour jouer devant un public. Comme qu'on fait présentement, si on a des gens devant nous, on agit différemment. Je pense que les musiciens ont hâte que ça devienne la réalité de nouveau. Bientôt, on espère. Just following up on Neil's Un comment suivi sur le commentaire de Neil, about building a library. bâtir ou établir une bibliothèque de contenu. Quelle opportunité voyez-vous? Et ce n'est pas lié directement aux finances, mais de façon indirecte, ça l'est, pour les organisations de collaborer ensemble pour être en mesure de réaliser des choses comme la bibliothèque conjointe dont parlait Neil. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités pour les orchestres de collaborer d'un aspect quelconque? J'aimerais entendre vos commentaires. Je veux dire, je crois que c'est quelque chose. Il y a des choses dans lesquelles notre secteur, il y a quelque chose que notre secteur n'est pas très bon, pas très compétent, c'est la collaboration. Et il y a des raisons pour ça. Nous avons des objectifs très clairs autour de notre impact local, notre livraison locale, si on veut. Et certains ont des objectifs qui vont au-delà de ça. Donc, un budget très serré, des ressources, comme Carole a mentionné, c'était très bien cette expérience 9 à 5, si on veut. Il va falloir retourner des semaines de 60 heures ou trouver une autre façon de faire. Il n'y a pas beaucoup d'espace, si on veut, pour concevoir ces autres projets plus larges. Et on concède que l'idée, initialement, on peut voir que c'est un endroit où différentes personnes peuvent s'impliquer. On a eu de très bonnes conversations avec Vancouver, les organisations de Colombie-Britannique, et on fallait trouver quelque chose qui avait du sens pour tout le monde. Et on n'avait pas le temps d'élaborer le modèle. Donc, j'espère que c'est une conversation qu'il faudrait continuer à avoir pendant les années à venir, mais c'est quelque chose de difficile à déterminer comment bien faire. J'écoute un peu ce que Neil dit. Je crois que la collaboration, c'est quelque chose que nous, dans le domaine des arts, en tant que musiciens, administrateurs, je pense que de façon intuitive, nous sommes des collaborateurs, si on veut. On veut travailler avec d'autres artistes, on veut explorer différentes idées créatives. Je pense que nos organisations sont tellement figées d'une certaine façon. On fonctionne regardez comment on était avant. On était tous minces, si on veut. On travaillait avec le nombre maximal de gens qu'on pouvait se payer, se permettre, parce qu'on avait besoin. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a pu continuer, simplement, parce qu'on a des gens tellement engagés. Mais c'est que ça laisse très peu de place pour faire le genre d'exploration que bon nombre, je dirais, et la communauté et les finances du gouvernement et l'attente soudainement qu'on peut faire toutes ces choses. Notre infrastructure n'est pas bâtie pour être en mesure de le faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pu faire le numérique? Parce qu'on ne faisait pas des concerts présentiels. On a tous essayé de trouver la façon de rendre le numérique comme faisait partie des abonnements, nos paquets, si on veut, pendant des années. Mais on n'avait aucune idée comment faire, pas de ressources, on n'a pas de ressources supplémentaires pour le faire. Maintenant, on le fait et là, maintenant, on cherche comment continuer à le faire
lorsqu'on aurait présentiel encore une fois, parce qu'encore une fois, ça va être une question de ressources. Et avec ça, on est obligé de s'arrêter là. Il est clair que on ne fait que gratter la surface. On peut en parler pendant 2 heures encore, mais une chance qu'on a du temps pour parler d'un autre aspect du numérique qui est la fierté du travail qui est dans une semaine. J'espère que tout le monde va se joindre à nous, mais je veux repasser la parole à Catherine, pour quelques mots avant que nous terminons. Et je voudrais remercier les panélistes moi-même. Je passe la parole à Catherine. Mais super. Merci tout le monde. Il est clair, comme Michael a dit, que nous sommes qu'à la surface. Et moi, j'ai hâte de passer à travers les questions du chat, du clavardage, pour voir si on peut s'en servir comme des points de départ pour des publications de blog et du matériel sur le site web aussi. Donc, qu'on a l'occasion d'engager avec nos présenteurs qui ont partagé leurs expériences de 12 mois plus d'une courbe très intense, si on veut. Donc, Carole, Bernard, Hugh et Neil, merci beaucoup pour partager vos perspectives. Merci encore une fois au Conseil canadien des arts pour leur soutien, pour la recherche et cette série. Merci aux interprètes, Christiane et Marek, et qui travaillent en arrière-plan. Et merci mes collègues Lauren, Moran, Jessica et Sarah pour leur travail acharné aussi. Donc, il y en a plus à venir. Nous avons très hâte de vous revoir la semaine prochaine lors de la dernière section de ces forums. Et je crois qu'une de mes collègues a inscrit les informations d'inscription dans le clavardage. Donc, nous avons hâte de tout vous revoir, de continuer le dialogue. Merci à vous tous et passez une très belle journée.